On retrouve nos débatteurs ce soir, Dominique Lagarde, de l'Express, Anne Bagameri, l'International Herald Tribune, Philippe Cohen de Marianne et Claude Askolovitch du Point. Je vous fais un prix de gros pour Assad et Kadhafi cette semaine. Pourquoi D'abord parce que les rebelles avancent tellement que le représentant en France du Conseil national de transition a cru pouvoir, c'était chez nous sur France 24, annoncer, promettre la victoire, c'est sûr, c'est certain, pour la fin du Ramadan. On l'écoute. La victoire est proche. Nos combattants, nos populations qui sont toujours sous la dictature de Kadhafi ont décidé que la fête de fin Ramadan sera fêtée ensemble avec la fête de la victoire fin du mois d'août. Voilà, ils ont décidé que ce serait pour la fin du Ramadan. Ils auraient pu le faire avant, mais ils ont décidé que c'était pour la fin du Ramadan. Et puis, ces trois mots, il doit partir, trois mots qu'on avait prononcés pour Kadhafi, mais que tout le monde hésitait à prononcer. Eh bien, ça y est, les Américains les ont enfin prononcés. Barack Obama a dit Bachar el-Assad doit partir et Hillary Clinton s'est fait son interprète. Là aussi, on l'écoute. Les Syriens méritent un gouvernement qui respecte leur dignité, protège leurs droits et qui soit à la hauteur de leurs attentes. Bachar el-Assad leur barre la route. Et pour le bien de la population syrienne, il est temps pour lui de partir et de laisser la transition entre les mains des Syriens eux-mêmes. Alors, qu'est-ce que ça change, Dominique Lagarde? Pas grand-chose. Non, sur la Syrie, certes, les pays occidentaux disent maintenant souhaiter que Bachar el-Assad s'en aille. La seule chose, c'est que ni les Russes ni les Chinois ne veulent, que ni les Russes ni les Chinois ne sont même d'accord pour une simple résolution aux Nations Unies allant dans le sens de sanctions économiques. Et que ni même les grands pays émergents, d'ailleurs au Conseil de sécurité, sont opposés à cela, et que personne ne songe à une intervention militaire dans ce pays. À partir de là, en Syrie, la grande question, elle est de savoir si l'armée régulière syrienne se désolidarisera ou pas du régime et de la milice du régime tenue par le frère du chef de l'État. Sinon, en ce qui concerne la communauté internationale, il y a une impuissance réelle parce qu'il n'y a pas d'accord. Les Occidentaux sont d'un côté prônent effectivement le départ de Bachar el-Assad et ça n'est le cas de personne d'autre. Il reste les sanctions, on n'a pas allé très loin dans le sens des sanctions. On achète encore du pétrole. Oui, mais quelques sanctions ont été prises de manière unilatérale par les États-Unis, quelques sanctions ont été prises de manière unilatérale par les Européens, mais les principaux partenaires commerciaux de la Syrie sont l'Iran et la Russie. Et il n'est pas possible, pour l'instant en tout cas, de faire adopter au Conseil de sécurité une résolution. Le dernier texte qui a été adopté est une déclaration, c'est-à-dire que c'est un degré en dessous, ça n'est pas une résolution. Il n'y avait pas du tout de sanctions dans ce texte, ni même de saisine de la Cour pénale internationale. Donc pour l'instant, on est loin encore d'une résolution qui déciderait de sanctions, et quand bien même il y aurait des sanctions, il est peu sûr qu'elles soient appliquées de manière efficace, puisque les premiers partenaires de la Syrie ne les appliqueraient sans doute pas. Il faut quand même voir que la Syrie est le grand partenaire de la Russie dans cette région. Et les Russes ont dit qu'ils continuaient à vendre des armes, d'ailleurs, parce qu'ils ont déjà perdu le marché libyen, mais là, ça ferait beaucoup. Oui, quand même. Et c'est leur grand partenaire dans cette région du monde. Philippe Cohen. Oui, je trouve qu'il y a une diplomatie, deux choses. La première, c'est que je trouve qu'il y a une diplomatie un peu zigzagante des États-Unis, parce qu'au départ, on sentait de la part de la diplomatie américaine beaucoup de réticence par rapport au fait de remettre en cause l'Assad, pour une raison géostratégique qui se comprend, qui est que s'il n'y a plus la Syrie, mais pour ce qui concerne dans le Sinaï, mais en pire. Non, c'est pas ça que je veux dire. Parce que je pense que c'est par rapport à l'Iran, si vous voulez. S'il n'y a plus la Syrie, le seul représentant avec lequel on peut parler indirectement avec l'Iran, c'est la Russie. Et je pense que les États-Unis voulaient absolument éviter cette situation, et que de ce point de vue-là, la place de la Syrie était très singulière et très intéressante pour la diplomatie américaine. On a tout fait justement pour essayer de maintenir ce lien. On lui a tendu toutes les perches possibles pour qu'il les saisisse. Finalement, non, ça ne marche pas. Et la deuxième remarque, je trouve, qui est un peu commune à tous ces mouvements, qui sont extraordinairement
aventureux, si ce n'est aventuriste. C'est-à-dire que finalement, on a des processus qui sont complètement différents de ce qu'on a connu, nous, notre génération, c'est-à-dire les mouvements de libération nationale, qui en général portaient au pouvoir une sorte de pouvoir dit populaire, en réalité totalitaire, et qui, si vous voulez, voilà, et il y avait un représentant, une légitimité politique qui s'installait. En Syrie, je veux dire, il y a des dizaines et des dizaines de partis politiques, c'est un chaos total, donc il n'y a pas du tout de chef, si vous voulez, qui se dessine, qui semble... Et donc on est devant un processus très déstabilisant, très inquiétant de ce point de vue-là, même si on peut saluer, être content qu'il y ait des manifestants, que en effet, les peuples arabes, de plus en plus éduqués, demandent de la démocratie, demandent des élections, etc. Parce que le référent n'est pas les mouvements de libération nationale des années 60, non. Mais certainement 1848, ce printemps des peuples-là, ce foisonnement, ce simple refus des pouvoirs dictatoriaux, passez-moi l'expression, mais la Deuxième République française est un bordel politique informe et enthousiasmant. Relire ce qui s'écrivait à l'époque, et d'ailleurs terminera mal avec Badinguet. Mais ça ressemble plus à ça. Il y a un étouffoir. Il faut voir ce qu'a été le destin du peuple syrien soumis à la dictature de Assad, du Baas, puis de la famille Assad, depuis des années. Oui, évidemment, ça explose. Et ce sont des sociétés qui bougent, beaucoup plus que des mouvements politiques organisés. Politiques sans leader, c'est ça qui fait que c'est compliqué. Et avec une équation particulière à la Syrie, par exemple par rapport à la Tunisie, qui est quand même un peuple très homogène, c'est que la Syrie est en plus avec des problèmes tribaux. Oui, il y a une minorité ethnique qui gouverne. Non, mais confessionnelle. C'est une mosaïque confessionnelle, ce qui rend les choses un peu compliquées. Mais c'est vrai, ce sont des mouvements politiques sans leader et sans idéologie, autre que la démocratie. Pardon, en 1989, quand les Allemands de l'Est se soulèvent, il y a une espèce de foisonnement politique, ils ne veulent simplement plus de la dictature communiste, point barre. Après, ça se restructurera. Mais une espèce de romantisme. Il faut aussi faire confiance à la vie à un moment donné. Anne, Badinguet, c'était le petit nom de Napoléon III. Enchanté. C'était pas une vedette, je dis ça pour ceux qui... C'est vrai, ça renvoie aussi au fait que Obama paraît plus très disponible. Qu'est-ce qu'il fait Obama en ce moment? Il est dans son bus, il fait la tournée, il préfère faire des discours derrière des mottes de paille pour parler aux Américains de la situation économique, etc. Il pense à sa campagne électorale de l'année prochaine. C'est vrai qu'il y a autre chose à faire, mais je crois que ce qu'a dit Mme Clinton de la part de M. Obama, c'était parfaitement en caractère. Il préfère mener de derrière, c'est-à-dire d'attendre à ce que le consensus se rassemble. Mais ça n'a forcément pas le même poids. Non, absolument. Et en fait, Mme Clinton a avoué dans une partie du discours qu'on n'a pas écouté, elle a dit... On reconnaît qu'effectivement, que les États-Unis disent que Assad doit partir. Qu'est-ce que ça fait? Il n'y a pas de nouvelles, il n'y a pas de flash là-dedans. C'est normal que l'on dise ça, que la Turquie dise la même chose. Alors là, on a quelque chose pour la une. Et elle a raison. Le fait que les États-Unis, l'Allemagne, la France, le Canada et, j'oublie, le Royaume-Uni, aient demandé le départ d'Assad, c'est tout à fait... banal, en effet. Le fait qu'ils les disent, et finalement, ça peut, à mon avis, ça peut changer quelque chose, et c'est tout simplement, ça va donner un peu de couverture à la Turquie pour mettre de la pression sur la Syrie. Parce que je crois que le pays clé dans la région, et surtout pour la Syrie, c'est la Turquie. Il y a l'Iran aussi. Et alors, à côté de ça, la Libye, ça paraît plus simple, encore que, on s'achemine visiblement vers une espèce de guerre de rue à Tripoli, si ça ne s'arrête pas avant. Alors, Dominique de Villepin est parti Moi, je ne sais pas. Négocier avec des intermédiaires. Ça peut déboucher sur une guerre de rue à Tripoli, ça peut déboucher sur un accord politique, encore que je vois mal Kadhafi quitter son pays, mais bon, je peux me tromper. Voilà, est-ce que le représentant du CNT à Paris a raison d'être optimiste? C'est vrai que les taux se resserrent, mais en même temps, une ville ne tombe pas comme ça en 48 heures, enfin généralement pas, sauf s'il y a un accord politique derrière, mais c'est difficile à dire. Non, moi, je pense que l'accord politique n'est pas du tout à exclure. Je pense même qu'il est presque incontournable, parce que, sauf sinon aller vers un bain de sang, il se dessine en pointillé. C'est un des fils Kadhafi qui pourrait assumer une sorte de transition avec une promesse d'organisation d'élections dans les 6 mois. Un des fils Kadhafi, parce que lui aussi, il est visé par la Cour pénale internationale. Il est quand même un peu mouillé. Non, mais celui qui est à Londres. Ah oui. Ne parlez pas forcément du même. Oui, c'est ça. Pas Saïf pas celui qui est voilà. Et puis voilà, engagement d'un processus électoral et Kadhafi
qui reste dans le pays, mais dans un coin comme ça, sans ostentation. Je pense que c'est vers ça qu'on risque d'aller, ou sinon, il faut craindre, en effet... Ça, c'est une version optimiste des choses, parce que est-ce que la rébellion va accepter ce genre de compromis? C'est aussi un point d'interrogation. Pour moi, une chose est sûre, c'est que Kadhafi ne voudra pas finir comme Moubarak devant un tribunal. Je crois qu'il cherchera une autre solution, coûte que coûte. Enfin, moi, je ne le vois pas vraiment partir au Venezuela, quand même. Ben non, peut-être pas, mais il y a d'autres solutions. Je ne suis pas dans son cabinet. Je suis mal placée pour le conseiller. Mais bon, il y a d'autres solutions que de se laisser attraper en revenant de sa maison de vacances et de se voir traîner devant un tribunal. Ce qui est important pour la coalition, les Français et les Anglais, c'est que cette affaire soit vite terminée, parce qu'on nous avait dit des semaines, ça fait 5 mois. Oui. Là encore, à la différence de la Syrie, la Syrie, on est finalement spectateur. L'Occident est spectateur d'événements. En Libye, il y a eu un engagement. Et donc on voit que finalement, quelle est la bonne méthode? Est-ce que la bonne méthode, c'était d'y aller, quoi. Moi, je pense que de plus en plus, le processus démocratique sont des processus internes aux sociétés et que c'est très très difficile d'être au milieu, là, comme les forces de l'OTAN actuellement. Donc il n'y a aucune garantie sur le résultat, mais ça c'est ce que disait Kodaskovic, il faut passer la période... Concernant la Libye, si on n'était pas intervenu, et concernant la Syrie aujourd'hui, il y a le concept de non-assistance à peuple en danger, ce qui est réel. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, du point de vue de la ménagère de l'attaquer, ce que tu dis n'est pas tenable. Après, en réel politique, on comprend, mais il faut juste lui expliquer. C'est vrai que la décision a été prise parce qu'il y avait un bain de sang. C'est vrai qu'on peut pas se lamenter. Les droits ne font pas une politique. Je veux dire, le Tibet, il y a aussi une non-assistance à personne en danger, à peuple en danger. Bon, on ne fait rien. Et on fera rien. Pourquoi Obama a hésité pour la Syrie. Quand on peut, on fait. Mais c'est vrai que c'est très compliqué. Mais à l'époque où les Occidentaux, les Européens décident d'intervenir en Libye, il y a un bain de sang qui se prépare. Voilà, qui est réel. Bon, on va terminer. On n'a rien fait contre le bain de sang en Syrie. Mais la résolution a quand même été interprétée de manière très extensive par les Occidentaux en Libye. Oui, mais il y avait une compréhension de ça. Alors, on va terminer avec les Journées mondiales de la jeunesse à Madrid, où plus d'1 million de jeunes catholiques sont attendus ce week-end dans une ferveur autour de Benoît XVI, qui fait en même temps une visite dans ce pays historiquement aux racines chrétiennes très profondes, mais qui a bien changé depuis quelques années. Et on a assisté quand même à des scènes assez étonnantes où ces jeunes militants, qui ne sont pourtant pas des excités, ont été pris à partie par des indignés de l'autre côté. On écoute quelques-uns. On pense que dans un État confessionnel comme le nôtre, ce déploiement de dépenses publiques pour la religion catholique est inconcevable. Pour moi, tout ça n'est qu'une blague. Tous ces jeunes qui sont ici alors que les églises sont vides le dimanche et qu'il y a un déficit de vocation. Dépenser autant d'argent alors qu'il y a autant de faim dans le monde, alors qu'on est en pleine crise, et en plus avec mon argent qu'on le donne à la Somalie. Ils ont un petit côté Tea Party, ces indignés. Enfin, j'exagère parce qu'il veut bien qu'on donne son argent. Il y a peu de militants des Tea Party qui militent pour la Somalie. Il veut bien qu'on donne son argent à la Somalie, quand même, c'est la différence. Voilà, on se demande bien, en regardant ces images et en voyant le calcul, on se demande bien pourquoi Benoît a persisté à faire ce voyage en ce moment. C'est pas la première fois que les jeunes Espagnols sont descendus dans la rue pour revendiquer des droits tout à fait normaux et tout à fait raisonnables. Peut-être que le pape voulait montrer qu'il avait le soutien en Europe de son prédécesseur, Jean-Paul II, mais... Ça fait 4 ans que c'est prévu quand même, ils n'avaient pas annulé au dernier moment parce que... il aurait pu trouver une excuse. C'était une très mauvaise idée, à mon avis. C'est très bizarre de voir des gens qui se disent les indignés, donc a priori on suppose universalistes, ouverts sur le monde, etc., refuser l'arrivée de centaines de milliers de jeunes d'autres pays. Qui disent à peu près la même chose. D'ailleurs, savoir que la société est très injuste, que le capitalisme est sauvage, qu'il faut plus de solidarité. En réalité, la venue, ne serait-ce que sur le plan économique, la venue de ces 1 million de personnes, ça rapporte évidemment beaucoup plus d'argent que ça ne coûte à l'État espagnol de l'organiser. C'est une plaisanterie. Sinon, il y aurait pas tous les États se battraient pas dans le monde entier pour organiser des coupes du monde de football. C'est un prétexte. C'est un prétexte, exactement. Ils ont
ils ont beaucoup à dire. Et maintenant, ils ont une plateforme et le micro. Il y a un sujet qui est la société espagnole. Oui. L'histoire de l'Église en Espagne n'est pas forcément du côté des valeurs positives et enthousiasmantes des jeunes internationalistes des JMJ. Justement, elle change. Mais enfin, de leur point de vue, c'est autre chose. Moi, je me souviens lors de la visite, j'étais jeune, j'étais lycéen, lors de la visite du pape, l'autre, le vrai, le grand, celui qui a libéré la Pologne. C'est qui a créé les JMJ, qui a créé la papauté, Jean-Paul II, à Paris, sérieusement, je crois en 1980, je dis pas de bêtises, la une de Libé. C'est une citation d'un auteur, « Guerre à toi, virgule, pape, virgule, chien ». Et je ne sais pas s'il y avait un point d'exclamation. C'est une citation d'un bon auteur que nos téléspectateurs plus lettrés que moi s'en souviennent. Mais je me souviens de cette une. À l'époque, ça avait l'air absurde, etc. Qu'on le veuille ou non, l'Église catholique en Espagne a été du côté de la dictature, du franquisme, des valeurs ultra-conservatrices, dans un pays qui s'est laïcisé pour fumer du shit et pour pouvoir se marier entre personnes du même sexe. Et ils apprécient cela. Ce n'est pas de la faute de Monseigneur Ratzinger. Encore que la doctrine un peu réactionnaire de l'Église, il en faisait partie, et donc il y a une collision entre ces deux réalités. Voilà, c'est de tolérance, ou alors il y a des maisons pour ça, comme on dit. Oui, mais on ne peut pas faire abstraction. Le grand cirque papal que j'approuve et pour lequel j'ai plutôt de la sympathie, et les jeunes gens des JMJ ont des valeurs positives. Mais le grand cirque papal heurte à un moment donné des sociétés. Mais c'est plus eux. Justement, l'Espagne n'était pas l'Église catholique réactionnaire. L'Espagne a bougé très très vite. C'est un pays qui a évolué très vite. Enfin, vous vous rappelez les manifs pour le rétablissement contre l'avortement il y a un an. Donc c'est un pays qui est en tension. Et le pape arrive là-dedans. Et on rajoute l'austérité. L'Italie et l'Espagne sont deux pays qui ont en même temps, je trouve, ont tourné le dos à leurs racines chrétiennes de manière brutale et assez forte. Et en même temps, ça provoque des espèces d'implosions internes dans les deux pays. C'est-à-dire qu'à la fois, les gens font plus d'enfants. C'est les deux pays dont la démographie est réellement malade en Europe. Et donc on a l'impression que ça correspond à ce rejet finalement des racines chrétiennes. Et en même temps... Les racines chrétiennes, t'es mignon Régis Debray, mais elles les empêchaient juste un tout petit peu de vivre, ces racines chrétiennes imposées artificiellement à l'époque du franquisme. On n'en est pas indemne. L'Église française, qui est devenue progressiste, les prêtres sympas, etc., ça n'a pas existé en Espagne. À l'époque où nos curés à nous devenaient babacous, les progressistes, voire même prêtres ouvriers, l'Église était du côté de la pire des répressions en Espagne. Aucun pays n'est indemne de son histoire. Sauf que là, les JMJ, c'est un visage différent de l'Église. Ils sont charismatiques, ils parlent pas du tout de politique, ils parlent pas d'avortement. C'est eux qui ont tourné le dos à toute l'histoire, oui, c'est des gentils. Ils sont là pour aimer le Christ et pour aimer leur pape. Là, ils ont le droit. Heureusement. Malheureusement, le pape actuel n'accepte pas ce genre d'ouverture vers d'autres modes de pensée. Il faut rappeler que effectivement, si c'est un rejet des racines chrétiennes, c'est vrai qu'il n'y a plus le même rapport avec le pape. Il y a plus le même rapport avec le pape. Qui a dit des choses très très bêtes. L'homme inspire autre chose que ce qu'a inspiré Jean-Paul II. Exactement. Ouais, mais enfin, est-ce que c'est son job d'être ouvert à la culture des indignés? Moi, je crois pas. Je crois qu'il est là pour... L'Église, c'est une sorte de multinationale qui défend, qui a été pas mal développée en Amérique latine. Maintenant, elle se recentre sur l'Europe pour... Le président... La réalité, c'est qu'à quel moment le catholicisme deviendra une religion culturellement minoritaire, quel lapsus, à quel moment le catholicisme sera-t-il une culture minoritaire en son berceau, c'est-à-dire dans l'Europe? Et ça, c'est une vraie question. Et l'attitude du pape, qui est un pape de l'appareil, qui est un pape du retour à la doctrine, c'est quand on est minoritaire qu'on se raffermit. Et effectivement, on a des jeunes troupes pas forcément éduqués. Voilà. Merci, ce sera le dernier mot ce soir. Merci d'avoir participé à Une semaine dans le monde. Et à la semaine prochaine. Bonsoir, bon week-end.